Le 10 mai 1945, les combattants américains et français entraient dans la poche de Lorient. Lorient, l'avant-dernière ville libérée de France, juste avant Saint-Nazaire. La suite de ce journal, c'est en direct avec Hélène Pédèche. Bonsoir Inès, bonsoir à tous. Nous sommes effectivement en direct de Lorient à l'entrée de la rade sur la presqu'île de Kéroman, cette forteresse de béton construite pendant l'occupation à la demande des Allemands qui en ont fait leur base de sous-marins. Alors entre 1941 et 1943, 15 000 ouvriers y travaillent. Ils sont réquisitionnés pour l'organisation TOT. Ce que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est l'un des 3 bunkers de la base, le K3, K comme Kéroman. La base qui a ensuite accueilli des sous-marins français jusqu'en 1997. Alors revenons en 1944. Après le débarquement en Normandie au mois de juin, les Allemands se replient dans ce port qui est devenu stratégique. Pour eux, ils y restent jusqu'au 10 mai 1945, date à laquelle les Américains et les Français libèrent enfin ce territoire, c'est-à-dire 9 mois après le reste de la France. Colomine Denis, Jean-François Barré et les documentalistes de France 3 Bretagne reviennent pour nous sur cet épisode de la poche de Lorient. Cette forteresse de béton indestructible, construite en 3 ans, c'est le plus grand édifice militaire hors d'Allemagne. Lorient et sa rade sont choisis dès le début de la guerre par les nazis pour y bâtir l'une de leurs 5 bases de sous-marins sur le littoral français. Lorient avec son port de guerre, point stratégique sur le mur de l'Atlantique voulu par Hitler. La base abrite une trentaine d'U-boats, les sous-marins longue distance. C'est donc une cible à anéantir pour les Alliés. À l'hiver 43, la ville subit un déluge de bombes durant 5 semaines. Lorient est détruite à 80%. De toutes les cités martyres, Lorient semble avoir été la plus cruellement frappée par l'aviation anglo-américaine. Les derniers habitants désertent la ville qui, tout entière, n'est plus que ruine. Lorient est devenue une ville morte. Août 44, 2 mois après le débarquement allié en Normandie, c'est au tour de la Bretagne d'être libérée. La Bretagne, mais pas Lorient, où les troupes allemandes du Finistère et du Morbihan se sont retranchées. À la mi-août, le front se stabilise entre la Laïta et la presqu'île de Quiberon, et la poche de Lorient se referme. À l'intérieur, près de 25 000 soldats allemands et plusieurs milliers de civils. De l'autre côté de la ligne de front, les résistants des forces françaises de l'intérieur. La mission des forces françaises de l'Ouest est d'investir l'ennemi dans ses positions fortifiées, de l'empêcher de faire des irruptions sur le territoire national et d'amoindrir ses moyens par des actions de harcèlement. C'est une mission assez rude, car les fronts sont très grands pour nos effectifs et l'ennemi est très puissamment armé. Vidé de ses sous-marins, Lorient n'est plus une priorité pour les Américains partis à l'est vers Berlin. Le front des oubliés va durer 9 mois. Une semaine après l'annonce de la mort d'Hitler, le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule au petit matin. Mais dans le Morbihan, la reddition n'est signée qu'à 20 h, dans ce café, à Etel. Les Alliés donnent alors 3 jours aux Allemands pour déminer et rendre les armes. Le 10 mai à Caudan, le général Farnbacher remet symboliquement son arme au général américain Kramer. Le même jour, les combattants français et américains entrent dans la poche de Lorient. Lorient libéré, mais de toutes les villes de France, la plus martyrisée, la plus mutilée. Lorient, ville martyre, mais pas uniquement Lorient, puisque la poche compte en réalité 26 communes réparties de la Laïta à la rivière d'Etel, sans oublier les îles de Groix et de Belle-Île. Bonjour Daniel Guyader. Bonjour. Vous êtes guide conférencier pour la Absolument. ville de Lorient. Tout autour de cette poche, la quasi-totalité de la France est alors libérée en août 1944. Comment ceux qu'on appelle les empochés vivent cette occupation prolongée? Est-ce qu'ils se sentent abandonnés?
Plutôt oui, puisque ils savent très bien que les Américains sont pas loin, hein, donc toutes les communes autour de cette dite poche sont libérées. Il est bien évident que se demandent pourquoi ils se retrouvent avec une concentration humaine allemande très importante, hein, parce que le territoire est limité. Si on prend la poche de Lorient et Saint-Nazaire, celle de Saint-Nazaire est beaucoup plus large, donc il y a une densité allemande moindre que celle de Lorient et plus de concentration, une certaine promiscuité. Donc on peut dire que pratiquement ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Et un peu les uns sur les autres. 26 Allemands pour à peu près 20 000 Français, en tout cas au début de la poche. Au fur et à mesure, il y a des évacuations sanitaires qui vont se faire. Hein, donc voilà. Mais donc, des évacuations sanitaires notamment organisées par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, le comité international de la Croix-Rouge, avec donc des listes qui sont établies côté allemand et côté américain. Et donc il faut que les deux correspondent, sinon les gens ne peuvent pas sortir. Donc vraiment c'est assez dur de gérer tout cela si on veut. Ce sont surtout des femmes et des enfants qui choisissent de s'exiler quelque temps. Qui reste ? Il va rester, bien souvent, c'est des agriculteurs, parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur bétail, leur ferme, etc. Des personnes très âgées, parce qu'ils ne savent pas vraiment où aller. Et puis les déplacer, ça pose d'énormes difficultés. Et donc des listes de priorités sont mises en place comme ça par le comité international de la Croix-Rouge, en relation, comme je vous le disais, avec les autorités allemandes et autorités américaines. Donc tout cela fait que ça limite les départs. Et ceux qui arrivent à passer, donc, ils se retrouvent dans une zone libérée, en sachant que quand ils vont arriver en zone dite libre, notamment je pense à Quimperlé, qui est une ville assez importante pas loin d'ici, ils sont considérés comme des profiteurs de guerre, des collabos, le peu d'argent qu'ils ont avec eux, donc on leur vole leur argent. Enfin bref, ils sont vraiment stigmatisés très 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 durement. Hein, donc il y a cette sidération de se retrouver. C'est la double peine. Voilà. Ce sentiment et ce climat de suspicion à leur égard, on va y revenir hein, parce qu'il perdure. À quoi ressemblait dans la poche là la vie quotidienne des Lorientais et des communes avoisinantes? Comment se passait notamment la cohabitation avec l'occupant allemand? L'occupant, déjà, c'est lui qui maintient tout cela, et surtout c'est une question de nourriture, aussi bien côté allemand que côté donc des sinistrés, des Lorientais ou des gens qui sont dans l'ensemble de la poche de Lorient. Donc chacun essaye de garder de la nourriture, en sachant que les Allemands, plus le temps va passer, plus on arrive vers l'année 45, plus donc les réquisitions vont de plus en plus dures côté allemande, donc de nourriture, et puis pour un rien, si vous vous opposez, vous pouvez vous faire carrément assassiner. Ce qui amène à des exactions, il y en a pas mal pendant ces 9 mois que dure la poche. Des gens pour piller quelques pommes de terre, des choses comme ça, il y a des exemples, hein, donc qui certains passeront dans les tribunaux de guerre après-guerre. Mais donc il y a ce climat de peur, et puis voilà, en sachant que d'autant plus qu'aussi il y a des tirs d'artillerie américains, allemands, et donc ça a rajouté. La tension monte. Il y a une peur, on peut imaginer cela. Et puis un hiver 44-45 très difficile. Très dur. 2 jours après la capitulation allemande, donc le 8 mai, hein, la poche est enfin libérée le 10. Le premier à y entrer, c'est Marcel Raoult, un Finistérien qui s'est engagé comme résistant dans les forces françaises de l'intérieur. Il a 20 ans à l'époque, il en a 100 aujourd'hui, et ses souvenirs sont intacts. Il les a racontés à Julien Lebotte et Maxime Lahuppe. Nous sommes entrés sans encombre dans l'Orient. On rencontrait des Allemands qui, eux, regardaient les vitrines, aussi avec nos vitrines, ils ne se détournaient même pas pour nous regarder passer. Eux, manifestement, eux aussi, les Allemands que nous rencontrions, pour eux, c'était un soulagement. Pour la guerre était terminée pour eux. Elle aurait pu terminer plus tôt, car on sait que les marins allemands qui étaient à l'Orient auraient voulu se rendre, car ils voyaient leurs sous-marins partir, mais ils ne les voyaient plus revenir. Donc ils savaient que la guerre pour eux était fichue. Alors Christophe Serino nous a rejoint. Bonsoir monsieur, vous êtes historien, ingénieur de recherche à l'université de Bretagne Sud. Quand on parle de la libération de la France, on a en tête souvent des images de liesse dans les rues. À quoi ça ressemble ce 10 mai 1945 à Lorient ? Alors, la population, elle a été évacuée, la population lorientaise, elle a été évacuée donc peu avant les bombardements de 1943. Donc Lorient, à quoi ça ressemble le 10 mai 45 ça ressemble tout simplement à un champ de ruines.
tel qu'on peut en voir aujourd'hui en Ukraine, avec des blocos et une densité de blocos extrêmement importante. Et en effet, sur cette dimension festive, eh bien, si la France a pu, pour une bonne partie d'entre elles, à l'été 44, eh bien, se réjouir, ce n'est pas le cas évidemment de cette population lorientaise qui est en exil tout simplement. Daniel Guyader, libéré 277 jours précisément, je crois, après les autres, les empochés se retrouvent, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, soupçonnés souvent d'avoir collaboré avec les Allemands, et ça dure après la libération, ça. Ça va durer un certain temps au fur et à mesure, puisque bon, la vie va reprendre ses droits, si on veut. Donc, mais il y a toujours cet esprit un peu donc, de suspicion qu'il va y avoir. Pourquoi ils sont restés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient avec les Allemands, ils ont peut-être trouvé un intérêt. Enfin, chacun, voilà, il y a toutes les rumeurs. Enfin, bref, qui rajoutent avec ce climat un peu donc malsain, on va dire. Et une épuration sauvage assez forte. Alors après, bien sûr, après, il y a les règlements de compte. Bon, si certains avaient déjà été ciblés avant en se disant bon ceci, et puis après, pour certains, pour des fois 3 fois rien, ils vont être donc carrément assassinés par des gens issus dits de la résistance. Donc c'est vraiment tout ce climat qui va perdurer pendant pas mal de temps. Il va falloir que le général de Gaulle mette un terme donc à un moment donné, donc pour que tout rentre en l'air. Et puis surtout après les tribunaux donc judiciaires qui vont se mettre en place pour là juger vraiment et sous avec les contrôles donc des autorités françaises. Et merci Daniel Guyader. On va continuer. Je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir raconté la vie quotidienne des Lorientais pendant cette partie. Christophe Serino, je me retourne vers vous. Ce sentiment d'avoir été oublié qui a été évoqué à l'instant par Daniel Guyader, il perdure lui aussi au-delà de la libération de la poche de Lorient? Alors plus largement, et on le voit à Lorient, on le voit dans toutes les villes portuaires qui ont fait l'objet de poches, et ces villes qui ont été pour ainsi dire quasiment rasées, il y a un retour qui se fait et il est évident que en revenant, ça va se faire à partir de la fin 45, début 46, peu à peu, il est évident qu'on revient dans des champs de ruines et qu'il y a des pertes de repères. Alors il n'y a pas eu les liesses de la libération vécue telles que on a pu le vivre en 1944. Et puis tout simplement les personnes qui reviennent, elles reviennent pour travailler, elles sont autorisées à revenir pour travailler et elles sont autorisées peu à peu dans des baraques à essayer de retrouver une vie avant bien plus tard, d'imaginer la reconstruction de la cité. Les poches ont été assez peu étudiées, comparé au reste de la France aujourd'hui encore, sur l'Orient. Moi j'en parle, je trouve assez peu d'ouvrages finalement. Alors il y a quelques collègues historiens qui ont travaillé sur les poches. Je pense à mon ami Stéphane Weiss à l'université de Poitiers. Nous avions fait il y a une dizaine d'années pour la 70e commémoration un colloque à l'université de Nantes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui a été globalement peu traité par l'historiographie. Rapidement, Christophe Serino, en quelques secondes, votre bataille aujourd'hui, vous, c'est la transmission. Pourquoi ? Il y a, je dirais, déjà le travail de l'historien et qui enseigne. J'ai le plaisir d'enseigner dans cette université de Bretagne Sud à quelques 2-3 kilomètres d'ici depuis 30 ans. Et donc la transmission, c'est essentiel pour un chercheur. Et ensuite, dans une autre dimension, dans ce site patrimonial, dans ce lieu de mémoire qui est la base de sous-marin de Kéroman, de le faire dans un musée que j'ai fondé il y a maintenant 25 ans. Transmettre dans le cadre de ces 80e commémorations, ça prend, me semble-t-il, une dimension plus importante encore, puisque la mémoire vivante s'efface. Et vous savez, cette mémoire collective que l'on crée, elle est d'abord la somme de nos mémoires individuelles, celles que l'on reçoit dans la famille, avec le grand-père, le père qui ont participé. Et ils vont disparaître bien. Et qui disparaissent et qui, pour la plupart, alors justement, merci beaucoup Christophe Serino. Je suis désolée, c'est vraiment trop court. On a trop de choses à se raconter. Mais bon, voilà, toute cette semaine, Isabelle Rettig et Nicolas Corbard nous font suivre des écoliers de Plouhinec qui étaient dans la poche et qui préparent justement un spectacle. Ils ont aussi écrit un livre autour de cette commémoration pour les 80 ans de la Libération. Je vous propose de voir ce 2e épisode du feuilleton. Tout a commencé l'an passé quand la mairie de Plouhinec a demandé à Christelle, une historienne locale, de travailler avec les élèves de la commune sur la poche de Lorient. Christelle a donc imaginé une histoire, celle de 3 enfants, tous réfugiés en dehors de la poche, loin de leurs parents.
Pour écrire son livre, elle s'est aussi inspirée de vraies lettres, celle d'Annie, une petite lorientaise réfugiée à Plouhinec puis à Malétroit entre octobre 44 et mai 45. Elle est très joyeuse, elle découvre cette liberté de peut-être pas avoir maman sur le dos, hein, elle a 11-12 ans. Elle découvre à nouveau le plaisir de faire du vélo. Et puis, fur et à mesure, elle va écrire le manque, les peurs aussi de ne pas retrouver son arrière-grand-mère, ses tantes, sa maman. Et puis le froid, il faut en fait se souvenir que l'hiver 44 a été très rigoureux. Malétroit, le 21 janvier 1945. Ma chère maman, comment vas-tu là-bas? Très bien, je l'espère. J'ai toujours des engelures. Mon petit doigt de la main gauche commence à crever. Si tu pouvais me trouver quelque chose pour les crevasses, je serais bien contente. J'ai beaucoup de chagrin de ne pas pouvoir aller à l'Okena. Moi, je m'ennuie pas. Claire Jeudi, et son papa sont nous avons arrivés été jeudi. nous promener à la... Elle est avec moi en classe et on se partage les livres. Je t'avais dit sur notre lettre que nous devions aller le samedi 27 octobre à Rochefort. Mais le car n'a pas pu venir. Il avait été en panne pendant Christelle a d'abord rencontré les élèves de l'école de la Sainte Famille. En s'inspirant de la vie d'Annie, ils ont créé ensemble un personnage, Solange. Enfin, nous sommes partis à 10h30. Solange, elle est partie à Malétroit pour se réfugier et pas être sous les bombes. Moi, j'ai trouvé ça triste parce que je serais très triste d'être séparée de ma famille, de mes animaux. On a trouvé des idées du coup pour Solange, comme par exemple qu'on allait lui mettre les cheveux bleus ou qu'elle allait avoir des piercings ou des bijoux, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore tout ça. Il fallait remettre dans un contexte où la mixité n'existait pas, où les marques n'existent pas non plus. Et j'ai rencontré que des élèves très curieux, très inventifs, avec énormément d'imagination pour créer chaque personnage du livre. Des élèves qui ont aussi trouvé le titre du livre, Les requins dans la poche. On a imaginé que c'était des requins qui voulaient garder une île. Et que du coup Solange et Claire, elles avaient déserté l'île. Et alors les requins, c'est qui? Les requins, c'est les Allemands. C'est la chanteuse Amélie Lécrayon qui a donné un visage à chacun des personnages. Elle a aussi imaginé un spectacle, mais cela, c'est l'histoire qu'on vous racontera demain. Voilà, votre ici 19-20 s'achève ici à Lorient devant la base de sous-marins de Queyroman. Samedi, jour officiel de la libération de la poche. Lorient commémorera donc le 80e anniversaire ici même. D'ici là, je vous donne rendez-vous demain à 12h25. Excellente soirée à vous.